et la ville a pensé qu'il s'agissait d'un exercice. Un sujet dont on parle dans le monde entier depuis ce matin, relayé par CNN, BBC, Deutsche Welle, Le Monde, Times of Israel, tout le monde. Des gros titres dans 15 langues. Bucarest et Bruxelles parlent de possibles consultations au titre de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Les réseaux sociaux sont plus animés que d'habitude. Que s'est-il passé ? Dans la nuit du 30 mai, un drone d'attaque russe, à en juger par les débris, un Shahed de conception iranienne dans sa version russe. Il s'agissait d'un Géran ou Géran 2 ayant dévié de trajectoire. Lors de l'attaque contre le port ukrainien d'Ismaïl, il a percuté un immeuble résidentiel dans l'est de la Roumanie. Donc dans le delta du Danube, oui, 2 blessés, le bâtiment a été partiellement endommagé. Bucarest a fait décoller un chasseur et a convoqué l'ambassadeur russe, annonçant la préparation de consultations avec ses alliés. La réaction en effet, la réaction mondiale. C'est justement pour cela qu'aujourd'hui je ne veux pas répéter les gros titres, la clandestinité. Je veux vous demander, avec les réseaux sociaux, qu'y a-t-il dans cette nouvelle qui a fait qu'elle a fait la une partout ? Après tout, il y a d'autres sujets à écrire, mais celle-ci est devenue la une. Est-ce vraiment un grand événement ou est-ce qu'on essaie encore de nous manipuler ? Passons maintenant à un autre sujet. Aujourd'hui à Nakoura, dans la zone neutre à la frontière israélo-libanaise, sous médiation américaine, les Israéliens se sont assis à la table des négociations. Les premières négociations directes depuis des décennies, voire même, depuis très longtemps. Et les réseaux sociaux, eux, prennent la température depuis Téhéran. Il n'y a pas de déclaration officielle concernant leurs négociations avec les États-Unis et il n'y en aura pas. C'est donc un démenti direct. Et cette même nuit, un missile du Hezbollah a frappé une église orthodoxe, provoquant la réaction de la clandestinité russe. Donc c'est l'église Saint-Georges, si je ne me trompe pas, ils frappent sur leur propre territoire contre leurs propres chrétiens. Vous pensez que c'est une coïncidence ? Bien sûr que non. Aujourd'hui, nous aurons un autre sujet. Bondi a été interrogé au Sénat. Donc c'est bien Bondi, qui jusqu'à récemment était la procureure générale des États-Unis, celle qui a été démise de ses fonctions, mais on ne sait pas pourquoi. Des rumeurs circulaient, son refus d'ouvrir des dossiers contre ceux qui s'en prenaient à Trump, un possible cancer de la thyroïde, ou un lien avec Epstein. Le Sénat cherchait à éclaircir la situation. C'est un sujet très sensible pour notre public et qui demande de garder particulièrement la tête froide. Donc à la fin, il y aura Bondi, Epstein, et comme elle l'a dit, nous avons fait des erreurs de caviardage. Qu'est-ce que cela signifie ? Il faut comprendre parce que ça sonne comme... En réalité, c'est peut-être le cas, mais c'est à la fin. Les erreurs de caviardage donnent l'impression d'une tentative de dissimulation. Mais quoi ? Qui ? C'est très intéressant. Commençons bien sûr par le Liban qui est déchiré, par le désir intérieur de se débarrasser de l'Iran et du Hezbollah. Le Liban veut se débarrasser du Hezbollah. Et en même temps, il y a la peur de ce même Iran. Pourront-ils surmonter cette peur ? C'est ce qui est en jeu en ce moment à Nakoura. J'y suis déjà allé ? Je pense que j'y suis allé parce que j'ai l'impression qu'on est passé là-bas avec nos canons automoteurs. Pas sur un chameau de tourisme. Mais à l'époque, les Libanais montraient par des gestes que leur cœur était avec nous. C'est complètement faux. Vous imaginez à quel point tout cela nous paraissait choquant et surprenant. Bon, servons-nous un café et commençons à comprendre. Au fait. Dans l'armée israélienne, j'ai pris l'habitude de boire du café à la cardamome. En hébreu, cela sonnait ainsi. Rotse café imkel. C'est-à-dire, tu veux un café avec de la cardamome ? La première fois, je n'ai pas compris ce que m'a dit mon voisin dans le sable, dans le Sinaï, alors que nous dormions dans des trous creusés par nous-mêmes. J'ai alors répondu machinalement « Uchi », puis poliment « Tudaraba », ce qui signifie « merci beaucoup ». J'ai vu comment il sortait qu'en main du sable brûlant une cafetière turque, utilisée pour préparer le café, une sorte de petite poire, avec un long manche en bois, simplement fait d'une branche, et j'ai reçu 2 gorgées de ce café Imkel. Et depuis, je suis devenu accro pour le reste de ma vie. Celui qui m'a proposé donc, qui s'est retrouvé à ma gauche, était marocain, c'est-à-dire un juif du Maroc, et celui qui préparait. Celui qui était à ma droite, dans le sable, encore une fois dans le sable. Oui, c'était donc un juif irakien. Mais il avait absolument l'air d'un juif cultivé de Leningrad ou de Kiev, disons d'un étudiant de 2e ou 3e année en droit, quelque chose comme ça. Oui, il parlait seulement avec une voix gutturale et souriait complètement à l'américaine. Café et Imkel. Alors, Liban. Ensuite donc, la patrie des éléphants, Israël. Et les mulets. Ce sont aussi des tolls. Ceux qui... Je le dis avec certitude, c'est vérifié.
Ceux qui ont envoyé leurs enfants aux États-Unis et en Europe loin de l'obscurantisme, de leur propre obscurantisme, et leurs filles et leurs petites-filles, et moi aussi. Ils publient sur Instagram des photos de leur, comment dire plus précisément, corps nu. Oui. Au point que même les Françaises de Marseille en rougiraient, et les Françaises de Marseille ne rougissent généralement pas. Alors, le drone. Sorti de nulle part dans le paisible ciel roumain. Ça sonne comme une chanson, non ? Le paisible ciel roumain. Première question honnête, se pourrait-il que ce soit juste un drone égaré ? Techniquement, oui. En fait, c'est même très probable. Shahed, ce n'est pas un avion piloté après tout. C'est un petit drone sans pilote avec une navigation GPS, un système inertiel et un itinéraire préprogrammé. Un drone peut dévier de sa trajectoire d'au moins 3 façons. Premièrement, la guerre électronique, c'est-à-dire le brouillage. Les Ukrainiens brouillatardent fortement le GPS dans la région d'Ismaïl et le delta du Danube, rendant le signal indisponible. L'inertiel, c'est-à-dire que cette navigation inertielle génère une erreur cumulative, et après 1 heure de vol, le drone n'est déjà plus là où il devrait être. Facilement. Deuxièmement, la destruction ou l'endommagement par la défense anti-aérienne. Le drone est touché, il perd le contrôle, continue par inertie et s'écrase là où il a été dévié. Troisièmement, une erreur logicielle dans l'itinéraire. Les itinéraires des Shahed sont tracés le long des rivières, pour se cacher des radars derrière les rives. Le delta du Danube, c'est justement là où le territoire ukrainien et roumain s'entremêlent. Il suffit de déplacer le point de virage de, disons, N km, et le drone, qui vise un entrepôt ukrainien à Ismaïl, entre dans l'espace aérien roumain. De tels cas sont déjà survenus ces 2 dernières années. Des débris de Shahed sont tombés en Moldavie, en Pologne, en Bulgarie, il me semble, en Lituanie, à plusieurs reprises. Eh bien, il n'est pas inutile de le mentionner, n'est-ce pas ? Cela s'est produit à plusieurs reprises, pour ainsi dire, précisément, dans le delta roumain également. À chaque fois, il y a un tumulte diplomatique, des chasseurs sont déployés, puis une pause, une enquête, un rapport, et tout revient à la normale, pour ainsi dire. Et ce qui sort de l'ordinaire aujourd'hui, c'est que quelque chose est tombé sur un immeuble résidentiel, et voilà 2 blessés. Maintenant, l'hypothèse principale relayée par les commentateurs occidentaux, c'est que Moscou teste la réaction de l'OTAN. Pour moi, cela semble étrange. Je ne suis pas militaire, enfin si, j'ai atteint le grade de caporal. C'est un grade très élevé et quand j'ai été démobilisé, sans même que je le demande, on m'a donné le grade de sergent, donc je suis militaire. Un drone n'est pas une escadrille, une vague ou une série, c'est un seul. Si le Kremlin voulait vraiment tester la solidité de l'alliance, il aurait envoyé 5 drones sur différents points avec un intervalle de 10 minutes. Pour que Bucarest ne puisse pas expliquer cela comme une coïncidence et pour voir donc comment ils réagissent. Parce qu'un seul drone, c'est idéal pour faire passer ça pour un pur hasard. Parfait, mais pas pour un test. Admettons que j'ai tort. Il y a déjà eu de tels cas et ma femme est certaine que j'ai tort dans plus de 98% des cas. Admettons que c'est vraiment un test. Alors comment exactement ? Expliquez-moi, pas la mécanique. J'entends le mot « test », mais je ne vois pas ce qui est testé dans ce test. Bon, la première version là-bas. On teste le réflexe politique. Pourquoi ? Moscou surveille s'ils vont engager des consultations, lesquelles au bout de combien de temps et avec quelle fermeté. Quelle importance cela a-t-il ? Il calibre la prochaine provocation en fonction de cette réaction. Selon cette version, un seul drone n'est pas une attaque mais une sonde, un appareil de mesure. Il y a une logique ici, mais c'est une logique très subtile. Et encore une fois, on peut faire une sonde sans victime, au-dessus d'une forêt vide. Cela aurait suffi, mais cela aurait été exactement la même chose. La deuxième version. Il vérifiait la préparation de la défense aérienne, si le système roumain pouvait détecter, suivre, abattre. Mais la défense aérienne roumaine ne l'a pas abattu. Le drone a continué sa route et s'est écrasé. Si c'était un test, la Russie a eu sa réponse. Il n'a pas été abattu, mais elle s'est aussi retrouvée avec un scandale politique totalement inutile. En fin de compte, c'est une perte totale, une perte nette. Bon, ils ne sont pas fous. Enfin, ils sont bien sûr fous, mais ils ne le sont pas non plus. Troisième version pour les amateurs de sensations fortes. La Russie ne l'a même pas lancée. Quelqu'un a demandé à qui profitait exactement cette réaction. Beaucoup d'imagination. Mais pour l'instant, il y a peu de preuves. Mais je suis obligé de la mentionner, parce que dans les commentaires en dessous, il y a quelque chose là-dedans. Voici ma question principale, la Russie n'a pas les ressources pour un deuxième front. Ils sont si engagés en Ukraine qu'ils retirent des troupes de l'Extrême-Orient juste pour la rotation. Ouvrir maintenant, en mai 2026, une ligne provocatrice contre l'alliance aérienne de 32 États. Même si l'Amérique n'aidera pas beaucoup, même si à ce stade elle le fera.
C'est du suicide. Bon, encore une fois, ils sont bien sûr fous, mais pas à ce point. Donc si c'est un test, alors l'objectif n'est pas militaire, mais interne. C'est une image pour la télévision russe. Regardez comme nous faisons peur à l'OTAN. Nous sommes si effrayants et puissants qu'ils ont peur. Et ils ont même invoqué là-bas ce fameux 4e point de l'accord. Ça fonctionne pour l'audience locale. Le public, mais pas pour celui de Bruxelles. Et le plus souvent, mesdames et messieurs, c'est l'explication la plus ennuyeuse. Le plus souvent, c'est une erreur technique, et je ne sais même pas quoi d'autre. Un renforcement politique. Et bien sûr, les cris de la presse. C'est là que ça devient intéressant. Donc, posez toujours des questions. Cui bono? Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Cui bono, je pense que c'est juste. À qui cela profite-t-il? À l'Ukraine, oui. Donc chaque épisode de ce genre pousse l'Occident. À quoi pousse-t-il l'Occident? De plus en plus vers une implication directe. C'est l'intérêt de Kiev. Sans reproche, en guerre, ils cherchent contre tous les prétextes. J'aurais fait pareil. Pour l'aile belliciste de l'Union européenne, oui, bien sûr. Pour ceux qui réclament depuis longtemps une forte hausse du budget de la défense, le déploiement de nouvelles forces et l'adoption de nouvelles sanctions, un nouveau prétexte s'offre à eux. Et ils s'y accrochent, comme d'habitude. Et les journaux, les magazines, la télévision et tout le reste travaillent généralement pour eux. Un peu d'argent, un peu de quelque chose d'autre. Et tout s'enclenche aussitôt. Maintenant, le complexe militaro-industriel. Eh bien, je n'aime pas ces mots. Mais oui, les contrats se rédigent sur fond de menaces. Plus tu fais peur, plus tu obtiens d'argent. Les médias, oui. Titre. Frappe russe contre l'OTAN. Ils génèrent 10 fois plus de clics qu'une panne technique au-dessus du delta du Danube. Beaucoup plus. Est-ce que cela profite à la Russie? Eh bien, il le faut. Non. Low. Je ne vois aucun avantage pour la Russie, pour Moscou, à un cri global. Une simple constatation discrète du fait. Eh bien, peut-être un léger avantage. Mais d'un grand scandale, il ne résulte que des pertes. On peut donc en conclure simplement que l'événement est réel et désagréable, mais la réaction est exagérée. Elle est exagérée par plusieurs acteurs, chacun ayant son intérêt. Actuellement, ces intérêts vont dans le même sens. Petit rappel, car beaucoup confondent. L'article 4 de l'OTAN, ce n'est pas la guerre. Non, ce n'est pas la guerre. C'est une consultation formelle des alliés concernant une menace à la sécurité. Elle a déjà été activée plusieurs fois dans l'histoire de l'OTAN, la Turquie, la Pologne, les pays baltes, par exemple. Et après chaque activation, il n'y a jamais eu de guerre. C'est un outil diplomatique, pas militaire. L'article 5 concerne la défense collective. C'est différent. Elle n'a été activée qu'une seule fois après le 11 septembre. Quand on vous dit « Bucarest a demandé des consultations au titre de l'article 4 », cela signifie « On s'est assis, on a discuté, certains ont pris du café, d'autres autre chose, rien de plus ». Donc, quand un titre crie à l'escalade, la majeure partie de ce cri est de la manipulation. C'est votre attention qui était visée. Eh bien, des clics, de l'argent, des vues, des commandes, etc. Ce que je veux que vous reteniez de ces 10 minutes, c'est avant tout ceci. L'événement est réel, une frappe sur un immeuble résidentiel venant d'un pays de l'OTAN. Ça, on ne peut évidemment pas l'ignorer. Deuxièmement, l'explication la plus probable est technique, un drone abattu ou dévié. Ce n'est ni un plan, ni une opération, ni un test. Troisièmement, beaucoup ont besoin d'une réaction bruyante. La Russie est la dernière sur cette liste. La toute dernière. Et quatrièmement, gardez la tête froide comme les tchéquistes, un cœur chaud, une tête froide. Dans les prochains jours, il y aura beaucoup de fumée autour de chaque épisode de ce genre. Car beaucoup profitent de la fumée, mais l'essentiel est d'observer ce qui brûle vraiment. Et à quel point cet objet qui brûle est important. Et si cette analyse vous a été utile, mesdames et messieurs, abonnez-vous et appuyez sur le bouton qui dit à l'algorithme de continuer. Ce bouton s'appelle la cloche. Et les mardis et vendredis, donc, sur la chaîne Feuille de route vers la liberté, plus en profondeur et plus lentement. Le lien est dans la description. Et maintenant, donc, Israël, Liban, Iran. Qui prie silencieusement pour qu'Israël ne parte pas trop tôt? Une lecture superficielle est la vraie lecture. La presse occidentale interprète tout de façon simpliste. Israël et le Liban discutent de la démarcation de la frontière maritime. Échange de prisonniers. Le Liban détient des prisonniers israéliens. Peut-être un champ gazier? Négociation technique. L'Iran s'y oppose car il s'oppose toujours à tout ce qu'Israël fait. Voilà ce qu'on veut vous faire croire. C'est vrai à 5%. Un peu comme Goebbels, non? Donnez un peu de vérité.
C'est ce qu'on appelle l'APA. La véritable lecture est tout autre. J'ai raison ou pas, mais cette véritable lecture, elle est complètement différente. Et là, je vais dire quelque chose qui va sans doute surprendre beaucoup de gens. Le Liban craint plus que tout qu'Israël parte sans avoir vaincu le Hezbollah. Le Liban est un pays occupé, mais pas par Israël. Le Liban est un pays occupé par le Hezbollah depuis 40 ans. Les chrétiens, maronites, orthodoxes, catholiques détestent cela. Les Israéliens, non, le Hezbollah. Les sunnites qui vivent là-bas détestent le Hezbollah. Les Druzes, personne ne les déteste plus que les Druzes. Et beaucoup de chiites libanais, peu importe qu'ils soient un chiite, et comme ils le disent, ils ont raison et les autres donc ont tort. L'héritier de Mohammed n'était pas son oncle, mais son cousin ou quelque chose comme ça, encore autre chose. Je ne me souviens plus maintenant, hein. D'ailleurs, il faudrait relire ça parce que j'ai complètement oublié. D'accord ? Il les déteste aussi, parce que le Hezbollah n'est pas une organisation libanaise, mais une projection iranienne, que la population chiite libanaise utilise comme bouclier humain. Après les campagnes israéliennes de 2085, après la liquidation de Nasrallah, ainsi que, disons, Sofia Dina, toute la haute hiérarchie du Liban, une fenêtre est apparue. Cette fenêtre s'appelle l'espoir. Étroit, dangereux, mais réel pour la première fois depuis 40 ans. Pour la première fois, réel. Je me souviens, je me suis précipité là-bas. J'étais à New York. Notre régiment a répondu à l'appel. Il y avait, disons, toutes sortes de mots de passe secrets qui circulaient dans l'air. Je les ai entendus à la radio israélienne. Je me suis précipité, donc je l'ai raté d'un jour. Mon régiment était déjà parti au Liban. C'était cette opération libanaise. Quand les gars revenaient, ils racontaient que les Libanais se précipitaient simplement vers eux en disant « Les gars, aidez-nous à nous libérer de ce cauchemar. » D'accord. Une vraie prière, silencieuse, pas pour les micros, la prière des Libanais. Et du gouvernement libanais, de l'armée libanaise, des églises libanaises. Les gars, finissez-en s'il vous plaît. Hezbollah, avec sa direction détruite, avec un arsenal réduit, mais avec des dizaines de milliers de militants sur le terrain, peut revenir en 3 ans. Et alors, ceux qui aujourd'hui ont parlé avec les Israéliens seront pendus sur les places publiques. C'est d'ailleurs un parallèle direct avec l'Arabie Saoudite. C'est exactement la même logique à Riyad par rapport à Téhéran, je veux dire. Quand la presse américaine écrit que les Arabes ont peur que Trump aille trop loin avec l'Iran, c'est un pur mensonge. C'est un retournement de la réalité à 180 degrés. La véritable prière saoudienne, c'est « Ô Dieu, ne laisse pas les Américains quitter Téhéran tant que le régime de Ceux-là est en place, parce qu'un résultat partiel, c'est une catastrophe pour l'Arabie Saoudite. » L'Iran qui a gardé sa production nucléaire mais dont les sanctions ont été levées. L'Iran qui dans 2 ans aura la bombe et dans 3 ans dictera ses conditions au Golfe. Et il y a, tout comme la direction du Liban, le comprend mieux que n'importe quel analyste à Washington. L'armée libanaise reste délibérément plus faible que le Hezbollah depuis des décennies. Voilà comment l'ont arrangé ceux qui, en quelque sorte, ne tirent peut-être pas les ficelles. L'armée n'a pas de matériel lourd, pas de défense anti-aérienne moderne, pas d'aviation digne de ce nom, parce qu'une armée libanaise forte signifierait la fin de qui ? Du Hezbollah. Le scénario possible aujourd'hui. L'aviation israélienne frappe le Hezbollah depuis les airs. L'armée libanaise, sous protection israélienne, avec des armes américaines, financées par l'Arabie Saoudite et les Émirats, entre dans le sud et nettoie le terrain. Pas comme un occupant, mais comme le pouvoir libanais qui reprend son propre district du sud. Là, le Hezbollah ne tirera pas contre une telle combinaison. Il a résisté à Israël parce que cela se passait sur le territoire libanais. Contre Israël, plus l'armée libanaise légitime, plus le consentement silencieux du monde sunnite, c'est impossible. Un pays ami à la frontière nord pour la première fois depuis 1948. Pas neutre, pas une paix froide comme en Jordanie, mais, croyez-moi, résolument ami. Peut-être le prochain dans la famille des accords d'Abraham. Cela change la géographie stratégique d'Israël. C'est extrêmement important pour Israël. La fin du cycle 82-1900, 82-2006, puis 2024. La fin des guerres permanentes à la frontière libanaise, la fin des pluies de roquettes sur Haïfa. La libération des ressources militaires, qui sont aujourd'hui réservées au nord, leur redéploiement vers d'autres missions, y compris une éventuelle frappe contre les sites nucléaires iraniens, lorsque le moment sera venu. Qu'est-ce que cela enlève à l'Iran ? Le Hezbollah est le principal atout de l'axe de résistance iranien. Ni le Hamas, ni les Houthis, ni les milices chiites irakiennes. C'est bien le Hezbollah.
Parce qu'elle seule possédait un arsenal capable de menacer gravement Israël. Savez-vous qu'à un moment donné, à leur apogée, ils avaient 150 000 roquettes? L'infrastructure, tout ce que vous voulez. Les pertes du Hezbollah signifient même pour l'Iran que l'Iran perd sa projection en Méditerranée. L'Iran perd son principal argument dissuasif contre une frappe israélienne sur ses installations nucléaires. La formule, c'est la suivante. Si vous nous frappez, des dizaines de milliers de roquettes seront lancées depuis le Liban. De plus, l'Iran perd de son prestige. Eh bien, dans le monde chiite, et même au-delà. Et surtout à l'intérieur, où le régime repose déjà sur une base très fragile. Je ne sais pas comment le dire plus précisément. Voilà pourquoi Téhéran crie aujourd'hui « pas de négociation ». C'est aussi pourquoi le Hezbollah frappe une église au sud du Liban la veille de la rencontre. Ils essaient de faire échouer cette conversation. Eh bien, comme on dit en Israël, que dalle. Parce que si cette conversation a lieu, c'est la fin pour eux. C'est notre principe fondamental, j'espère. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le Hezbollah fait cela à tout le reste du Liban. Depuis 40 ans, la fin de cette époque. C'est à l'état pur le rétablissement de la règle de Hillel sur une terre étrangère, pas de nos propres mains, mais comme résultat de ce que nous soutenons. Alors, gardez un œil sur Nakura. Ce qui a commencé là-bas aujourd'hui pourrait s'avérer être l'un des événements les plus importants de la décennie. Voilà, et maintenant, parlons de Pam Bondi. Que s'est-il passé ? Hier, à huis clos, l'ancienne procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a témoigné devant la commission judiciaire du Sénat. Le sujet traitait de la façon dont le ministère de la Justice diffusait les dossiers déclassifiés dans l'affaire Epstein. Dans son témoignage, elle a prononcé une phrase qui fait aujourd'hui la une des journaux. Il y a eu des erreurs de caviardage. C'est-à-dire que dans les documents publiés, il y avait des zones noircies, là où il n'aurait pas dû y en avoir. Les informations qu'on avait, soi-disant, promis de révéler sont restées caviardées. La presse de gauche a immédiatement poussé des cris de joie. Trump mentait, Bondi couvrait, toute la publication est une farce. Je trouve cela très étrange. Je veux dire, une telle interprétation. Je ne doute pas une seconde de ce que Bondi a dit, parce que je sais ce que sont des documents secrets. Pas parce que j'aime Trump ou Bondi, j'aime Trump. J'ai beaucoup de respect pour lui, honnêtement je ne connais pas Bondi. Mais c'est parce que la presse de gauche s'est trompée si souvent ces 10 dernières années que sa première réaction ne peut plus être une source de vérité. Analysons nous-mêmes, c'est le mieux, non ? Comme on dit en Amérique, mettons notre bonnet de réflexion. Il y a une telle expression, n'écosse pas, qu'est-ce qu'une erreur de caviardage ? L'édition, en réalité, passons à l'anglais. L'édition, eh bien, pas tout à fait. Passons-y. Passons. Le caviardage, en anglais, c'est rédaction. C'est le fait de noircir des parties d'un document avant sa publication. Mais il en existe 2 types, qui sont d'ailleurs opposés. Premier type. Appelons-le le caviardage insuffisant. Quand on a oublié de masquer quelque chose qui aurait dû rester secret. Les noms des victimes, surtout des mineurs. Là, les adresses des témoins. Les informations sur certaines enquêtes en cours. Oh mince. Ils n'ont pas assez caviardé. Ou, comme on dit pour une raison quelconque, ils ont sous-caviardé. Encore une fois, c'est une traduction de l'anglais. Deuxième type, ils l'appellent la surcaviardage. Quand ils ont masqué ce qui aurait dû rester public. D'après le contexte du témoignage de Bondi, elle parle du deuxième type. C'est-à-dire qu'ils ont masqué ce qui aurait dû rester public, n'est-ce pas ? Il y a trop de zones noires, ils ont trop caviardé. Mais maintenant, laissons de côté la théorie du complot et voyons simplement comment cela se passe. Encore une fois, comme on dit, je parle de ma propre expérience, et aussi des récits de toutes ces personnes qui y ont participé. La plupart des cas de surcaviardage, c'est-à-dire de caviardage excessif, aux États-Unis ne se produisent pas sur ordre politique. Cela se produit par réflexe bureaucratique. Qui efface physiquement les pages ? Si quelqu'un pense que c'est Donald Trump lui-même, ou même Bondi, il se trompe. Ce ne sont même pas leurs personnes nommées pour des raisons politiques. Ce sont des avocats de carrière du ministère de la Justice, ce qu'on appelle le niveau inférieur et intermédiaire. Ceux qui servent sous n'importe quel président, sous Obama, sous Trump, sous Biden, etc. Ces avocats ont une règle d'or. En cas de doute, fais-en plus. Autrement dit, en cas de doute, caviarde. En cas de sous-caviardage, vous créez une responsabilité juridique, c'est-à-dire « Oh mince, il fallait te masquer » et tu n'as pas masqué le nom de quelqu'un, teste là, oh là là. Le surcaviardage pourra être corrigé plus tard. C'est pourquoi par défaut, il bloque plus, pas moins.
Dans les dossiers Epstein, tout ce qui relève de plusieurs catégories protégées par la loi américaine est automatiquement caviardé. Par exemple, les noms des victimes mineures. Toujours. Les éléments du grand jury selon la loi. Enfin, selon ce qu'a dit le juge. Les informations de renseignements classifiées selon la loi. Les données concernant des enquêtes en cours, les informations personnelles de tiers qui ne sont accusés de rien. Ça non plus, on ne peut pas le montrer. Ces catégories suffisent à laisser certaines pages presque entièrement noircies. Maintenant, 3 explications possibles, sans théorie du complot et sans naïveté. Scénario A. C'est de la pure bureaucratie. Les juristes de carrière, par réflexe habituel, ont caviardé de façon excessive. Bondy, en tant que procureur général, ne pouvait physiquement pas relire des milliers de pages avant la publication. Elle a signé parce qu'on lui a dit que tout avait été fait. Les dossiers ont été publiés. La base MAGA a vu des carrés noirs et a explosé. C'est le scénario le plus ennuyeux et le plus probable. Scénario B, une telle protection institutionnelle. Donc on va tous faire bloc et empêcher quiconque de savoir ce qui s'est passé chez nous. Les cadres de carrière du ministère de la Justice, avec la communauté du renseignement, ont pris le dessus sur la consigne politique. La CIA s'intéresse à l'affaire Epstein depuis longtemps. Des rumeurs sur ses liens avec les services de renseignement de plusieurs pays circulent depuis les années 80. Le FBI a son propre dossier sur Epstein. Il recoupe des dizaines d'autres documents. Ces institutions ont leurs propres intérêts et survivront à n'importe quel procureur général. Donc, peu importe ce qu'il griffonnait en là-bas, ce procureur général n'en avait pas la moindre idée. Scénario C. Dissimulation délibérée. Bondy a reçu une instruction discrète de la part de Trump, ou de quelqu'un proche de Trump, ou d'un grand donateur, ou d'un gouvernement étranger ayant de l'influence, de masquer certains noms spécifiques là-bas. L'ambassadeur britannique aux États-Unis, son nom n'a pas été caché, n'est-ce pas? Publier tout ce qui concerne Trump, c'est du théâtre. Donc la véritable instruction, c'est comme « oui, mais pas ça », ce qui me paraît un peu étrange. Mais bon, c'est tout à fait possible. Toute réponse doit commencer par une question. Donc, cui bono? Encore une fois, à qui profitent ces zones noires? Aux agents actuels et anciens des services de renseignement de plusieurs pays, dont les noms figurent dans les dossiers. Aux membres actuels du Congrès des 2 partis, qui se sont rendus sur les îles et à bord des avions. Des responsables étrangers dont la révélation provoquerait de graves incidents diplomatiques, et aussi des témoins dont la protection est toujours en vigueur. Je me souviens tout de suite comment Vladimir Bukovski m'a raconté que lorsque Eltsine a décidé de publier les dossiers du KGB, il y a eu un afflux de demandes de la part des gouvernements libéraux européens pour qu'ils ne le fassent pas. À votre avis, pourquoi ? Remarquez, aucun des noms qui apparaîtraient suite à la révélation de ce dont je parle ne serait Donald Trump. Ses liens avec Epstein dans les années 90 et 2000 sont connus depuis longtemps. Les photos de Mar-a-Lago sont dans tous les manuels. Cacher ce qui est déjà en accès libre, à quoi bon le cacher? Tout le monde le sait déjà, non? Donc, l'idée que Trump se protège lui-même est une théorie très faible. Mais la bureaucratie protège toute une liste des siens, c'est une théorie qui explique parfaitement ce que nous voyons. Je pense que c'est un mélange du scénario A et du scénario B. Le scénario C est possible, mais il nécessite des preuves que je n'ai pas aujourd'hui. Le vrai drame n'est pas que Trump ait ordonné de ne pas publier. Le vrai drame, c'est qu'entre son bureau et la publication, des dizaines de juristes interviennent, chacun prenant ses propres décisions. Trump a donné l'ordre et ils ont caviardé ce qu'ils voulaient. Ils ont caviardé ce qu'ils voulaient. Trump a-t-il menti? Réponse directe, je pense que non, du moins pas de la manière dont la presse de gauche le prétend. J'ai ordonné de tout publier. C'est probablement une déclaration véridique. Concernant son intention politique et son instruction littérale. Ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est que la bureaucratie fédérale n'exécute pas les instructions fidèlement. Elle les exécute formellement, mais dans les affaires où cette bureaucratie a son propre intérêt, ils les exécutent comme l'exige leur propre intérêt. C'est une leçon. Ce n'est pas Donald Trump qui ment, mais donner un ordre ne suffit pas. Il faut créer un certain outil pour surveiller son exécution. Mais lequel? Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. Le mouvement MAGA et le nouveau Congrès doivent maintenant pousser l'administration à publier la seconde version, sans les carrés noirs et avec une liste des éléments masqués. Et selon quelles règles précisément?
Il s'agit d'informations financées par l'argent public. Dans les enquêtes sur des personnalités publiques, c'est une forme de propriété publique. Nous avons payé, le contribuable a financé l'enquête. Qui en possède le résultat? Le contribuable. Lui retirer le droit au résultat, c'est du vol, un larcin. Quand l'État retient ce pour quoi vous avez payé, il porte atteinte à votre propriété. C'est pourquoi demander une seconde version, ce n'est pas fouiller dans la boue. C'est réclamer ce qui nous appartient à vous et à moi. Donc aujourd'hui, il y avait 3 sujets. La Russie drone Roumanie, OTAN. Nakoura. Nakoura pourrait être la fin de Hezbollah et le début du nouveau Moyen-Orient. Bondi Epstein, une leçon sur la différence entre donner un ordre et s'assurer de son exécution. Abonnez-vous, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a été utile ou intéressante. Le mardi et le vendredi, feuille de route vers la liberté est sur une chaîne distincte. Là, j'analyse les causes profondes. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt.